Voilà, donc le webinaire que nous allons animer aujourd'hui, c'est un webinaire sur la conformité continue. Jusqu'à présent, on avait fait des webinaires qui étaient très axés sur AWS et en discutant avec les uns et les autres, on s'est rendu compte que bon voilà, il nous fallait offrir également aussi une perspective sur les autres acteurs du marché, donc les principaux, que sont Azure et GCP. Alors, attendez, j'ai une petite question tout de suite là. Je vais regarder ce qui se passe. Non. Ah, pas de son. Pas de son, Jérôme Artas. Tu m'entends, comment dire, tout le monde m'entend là? Moi, je Adrien? vous entends, Philippe, en tout cas. Ok, donc j'imagine que pour tout le monde c'est bon. Sauf pour Jérôme. À ce moment-là, Jérôme, c'est peut-être toi le souci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un problème de... Alors, apparemment, c'est OK pour tout le monde. Donc, Jérôme, c'est de ton côté qu'il doit y avoir un petit souci. Je pense qu'il faut lui dire, du coup, Eh ben, tu peux peut-être lui répondre en message privé directement, très Adrien? bien. OK, parfait. Donc, je continue. Donc, voilà. Donc, on avait une demande voilà, de nos clients qui sont pas tous sur AWS. Donc, il y avait une volonté voilà, de regarder un petit peu les autres solutions. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de voir un petit peu ce concept de conformité continue, tel qu'il est décliné aujourd'hui dans les 3 plateformes, en faisant un rappel sur les fondamentaux, voilà, mais un rappel avec aussi des petites démonstrations pour illustrer et rendre les choses un peu plus concrètes. Hein. Donc, je profite pour faire la pub là, sur notre prochain webinaire qui sera plus sur QMS Agile. Comment mettre ça en place quand on a du Jira, du Confluence, on veut faire du medical device, qu'on gère du code source, avec les fondamentaux et puis analyse de risque, signature électronique, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, attendez, hop, je vais juste enlever ça. Voilà, je reviens à ça. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec 2 autres personnes, avec Adam et Adrien, à qui je vais donner la main pour illustrer les démonstrations sur les différentes plateformes. Donc, vous avez la plateforme AWS, GCP et la plateforme Azure. Alors, je vais en profiter d'ailleurs pour faire un petit sondage, comme à l'accoutumée. Voilà. Et le sondage, normalement, il est le suivant. Je vais vous demander de bien vouloir y répondre. Alors, est-ce que tout le monde le voit? Ah, ok, ça y est. Les personnes sont en train de répondre. Voilà, j'ai 77% de votants. S'il y en avait certains qui pouvaient voter aussi, ça serait peut-être encore un peu plus fiable. Voilà, je remonte un tout petit peu là. Bon. Ok, donc l'intérêt évidemment c'est de partager le... Donc je vais fermer le sondage et je vais le partager avec vous. Voilà, est-ce que tout le monde le voit? Oui, Ok, moi j'ai ma souris là qui me fait qui m'embête. Voilà. Purée. Voilà, donc là on voit quand même qu'on a une majorité sur AWS, hein, mais quand même un pourcentage non significatif sur Azure.
et effectivement un petit peu moins sur GCP. Hein. Voilà. Donc le sondage, je pense que là, je vais vérifier, je vais le fermer, voilà, masquer, et je reviens. Donc ça justifie bien le fait qu'on ait fait ça sur les 3 plateformes. Donc ici, on est dans le modèle de responsabilité partagée. Hein. Donc on a les fournisseurs, c'est le même système de responsabilité partagée pour tout le monde. Hein. Les fournisseurs s'occupent, ont généralement une responsabilité sur la partie physique, compute, storage, network, mais sur la partie, je dirais, plus hardware. Hein. Et ensuite, vous avez toute cette partie-là qui est sous la responsabilité des utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre, en fait, ces notions de sécurité et le fonctionnement, je dirais, du cloud. Parce que si vous voulez si vous voulez avoir une infrastructure compliant, eh bien, en fait, le gros du travail, il va être de votre côté. Et pour ça, on va voir qu'il y a tout un ensemble d'outils qui sont à votre disposition. Hein. Mais il est vraiment fondamental de bien comprendre que dans les usages qu'on va vous demander, alors les usages, ils sont multiples. Hein. Vous avez des gens qui vont vous demander de faire du partage de fichiers, qui vont mettre des machines virtuelles, des bases de données, d'autres qui vont faire du serverless, etc., etc., qui vont utiliser évidemment toutes les fonctionnalités de région, de location, et bref, toute la puissance du cloud. Hein. Il faut bien comprendre que toutes ces notions de gestion d'accès, de contrôle du réseau, d'encryption des données, de backup, enfin, vraiment les fondamentaux, c'est sous la responsabilité de l'utilisateur, hein, de l'entreprise régulée. Voilà. Hein, donc là, j'ai une vision un peu plus... j'ai un focus en fait sur la responsabilité de l'utilisateur. Notamment, là, je vois par exemple tout ce qui est storage, résilience et recovery. Ça, c'est vraiment l'élément classique. C'est qu'on a souvent dans le cloud des notions de région et de zone de disponibilité, certes, mais si les gens ne les utilisent pas et ne conçoivent pas l'infrastructure pour en faire bon usage, ça ne sert évidemment strictement à rien. Donc, comme dans toutes les transformations digitales, l'élément clé, c'est la formation des gens. Voilà. C'est pour ça qu'on fait tous ces webinars. C'est pour, entre guillemets, évangéliser un petit peu, pour permettre aux gens de comprendre exactement ce qui se passe et d'acquérir les compétences nécessaires pour être acteurs du changement au sein de leur entreprise. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas valider, on ne peut pas qualifier une infrastructure cloud avec les méthodes qu'on utilisait pour qualifier une infrastructure, enfin, ou une infrastructure, je dirais, classique sur des data centers physiques. Ça n'est plus possible pour une raison très très simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de changements eu égard à la complexité et à la puissance qui est disponible dans ces infrastructures cloud, que ce soit AWS, GCP ou Azure. Voilà. Donc ici, vous avez le modèle de responsabilité partagée d'AWS. C'est un peu la même chose, vous remplacez AWS par Azure, mais c'est vraiment similaire. Hein. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est similaire. Donc il faut bien comprendre que vous avez des responsabilités, notamment, vous voyez le point sur le backup. Hein. Je vais essayer de mettre mon laser là. Voilà. Le backup, voilà, c'est customer. Hein. Provide support to GXP system and user, c'est de votre côté aussi. Voilà. Contrôler les zones géographiques et où sont stockées les données, c'est de votre responsabilité. Donc avec tout ce qui est GDPR, évidemment, c'est à vous de bien comprendre la notion de région, c'est à vous de bien comprendre de zone de disponibilité. Hein. Bon, ça, malheureusement, c'est le webinaire précédent, hein, mais si jamais vous avez des questions là-dessus, bon,
on pourra bien évidemment vous aider. Donc, dans la partie, pour ce qui est responsabilité, je dirais des fournisseurs de plateformes, donc toute la partie la plus haute, hein, les trois fournissent un service qui est assez intéressant, qui s'appelle AWS Artifact chez AWS, Service Trust chez Microsoft et Sécurité chez Google Cloud, où en fait ils mettent à disposition les rapports d'audit qu'ils font sur leur propre infrastructure. Voilà. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez, donc généralement c'est audité par, je sais pas moi, un Deloitte, un PwC ou autre, et vous avez tous les rapports d'audit. C'est un peu un rapport d'audit fournisseur, mais sur leur partie à eux, ils font faire ça par des auditeurs tiers. C'est assez rare qu'il soit possible d'aller auditer directement les data centers de AWS, Microsoft ou Google. Hein. Donc, il y a des service level agreements donc, que je vous encourage à regarder. Et tout ça, vous les trouvez c'est des services hein, qui sont sur la plateforme, sur les différentes consoles. Et vous avez accès, comment dire, aux différents types de données. Pendant ce webinaire, on a des documents justement qui concernent le guide pour par exemple Service Trust ou pour Artifact. Je pense qu'on les donnera à la fin du webinaire. Si... Oui, ils seront distribués dans le webinaire, tout à fait. Hein. Alors, vous avez ici les différents sujets les plus classiques. Hein. Vous avez tout ce qui est gestion des identités avec IAM sur AWS, d'une manière non surprenante, Active Directory sur Azure et IAM également sur GCP. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que ça va être la clé pour l'accès aux ressources qui vont être proposées par les infrastructures cloud. Donc d'un point de vue qualité, il va falloir porter une attention particulière à la gestion de ces accès à travers ces trois outils. Donc, votre procédure de gestion des comptes et gestion des accès au niveau du cloud, elle va forcément devoir passer par, il y aura une procédure et probablement des instructions de travail sur ces trois outils si vous êtes multi-cloud, comme ça peut arriver chez certains, hein, dans les grands groupes pharmaceutiques qui sont multi-cloud, hein, ou sinon sur un des clouds en fonction de la plateforme que vous aurez choisi. Hein. Mais j'ai discuté hier avec un laboratoire pharmaceutique qui me disait, en fait, oui, aujourd'hui, on doit partager des fichiers, simplement des fichiers. Et ils disent, comment on gère les droits là-dessus, comment on est sûr que lorsque l'étude est terminée, les gens n'auront accès qu'en lecture seule aux fichiers. Je leur dis, en fait, c'est relativement simple. Ça va être une combinaison de la gestion des accès gérés avec ce type de système IAM, et puis ces services de stockage de bases de données qui s'appellent S3 sur AWS, Disk sur Azure ou GCS pour Google Cloud Platform. Alors, j'ai une petite question. Avez-vous des éléments par rapport au cloud privé de type Nextcloud? Malheureusement, non. Voilà. Mais je veux bien qu'on puisse en discuter après, mais sur Nextcloud, non, j'ai rien. De type Nextcloud, pardon. Hop. Donc, je vais continuer.
Je vais essayer de continuer. Voilà. Donc, vous avez donc effectivement, si on veut parler de conformité continue, et on va y arriver tout au long du webinaire, hein, on va y aller par étapes. Hein. Donc, on a commencé là par les rapports d'audit, hein, et maintenant on va voir un petit peu tout ce qui est IAM, et on va faire dans le webinaire, Adrien et Adam vont vous commenter des petites vidéos réalisées sur chaque plateforme pour illustrer ce qu'il est possible de faire. Hein. Donc là, on va commencer, je pense. Donc, pour la gestion tout ce qui est gestion des comptes et les accès aux ressources avec les rôles, les groupes, etc. Donc, c'est IAM chez AWS et GCP et Azure Active Directory chez Microsoft d'une manière non surprenante. Hein. Voilà. Et donc, Adrien, alors je ne sais pas si c'est Adrien ou Ouais, ce Adam serait qui plutôt s'occupe. Adam pour l'IAM. Oui, Ouais. c'est plutôt moi. Ok. Alors du coup Alors, là, je suis... je te donne la parole. Ok. Alors du coup là, sur la vidéo, je suis sur AWS. Donc on va partir tout de suite sur le service IAM d'AWS. Donc là, j'y vais. Donc on peut tout de suite voir que sur la gauche, on a tout de suite les groupes, les utilisateurs, les rôles et les stratégies. Et le paramètre du compte. Donc j'ai tout de suite cliqué sur paramètres du compte normalement. Donc les paramètres du compte, c'est très simple, c'est pour mettre une stratégie de mot de passe. Donc c'est vraiment un truc du B à bas, mais c'est vraiment quelque chose d'important de mettre une bonne stratégie de mot de passe, car si quelqu'un prend le mot de passe d'un de vos utilisateurs, il a accès à tout ce que l'utilisateur a accès, et c'est très dangereux, parce qu'il a accès du coup à toutes les ressources dont l'utilisateur avait accès. Donc là, on peut voir qu'il y a une partie utilisateur. Donc quand je vais cliquer sur la partie utilisateur, on peut voir qu'il y a la liste de tous les utilisateurs de chez avec le nom d'utilisateur, le groupe auquel il appartient, l'âge de la clé d'accès. La clé d'accès, c'est l'accès programmatique. Alors le MFA, c'est le Multi-Factor Authentication. C'est ce qui permet de, par exemple, quand vous vous connectez, en plus de votre mot de passe, vous avez un code sur votre portable à rajouter. Donc c'est comme quand vous payez en ligne avec votre banque, par exemple, vous avez un petit code en plus à mettre. Et donc là, normalement, je vais cliquer sur moi, je crois. Hmm, Ce serait peut-être plus simple si tu prends la main sur la vidéo, Adam, ouais, parce je vais qu'il y a Mais peut-être des la passages que tu... vidéo est tourne, là, peut-être, faut juste que. Attends, je vais peut-être l'arrêter et la redémarrer, peut-être. Attends. Voilà. Ok, donc là, j'ai cliqué sur moi très rapidement. Donc on voit toutes les autorisations auxquelles j'ai accès. Donc c'est toutes les stratégies qui sont attachées à moi. Et donc on peut voir par exemple que j'ai un full access aux bases de données RDS, donc c'est les bases de données relationnelles. Et ce qui va m'intéresser sur cette vidéo, c'est que j'ai un accès en read-only à toutes les ressources d'AWS. Et ces stratégies, elles n'ont pas été attachées directement à moi. Donc on n'a pas attaché les 17 stratégies directement à moi. On les a d'abord attachées à des groupes. Donc là, on peut voir que sur le groupe ADN Read Only, j'ai l'autorisation Read Only Access, donc la stratégie qui est attachée à ce groupe. Et c'est beaucoup plus simple en fait de gérer vos utilisateurs avec des groupes plutôt que de faire vos stratégies une par une et de les attacher à vos utilisateurs. Donc là, on peut voir que je suis parti sur l'onglet groupe. Donc on voit tous les groupes d'ADN, le nombre d'utilisateurs qui sont dans ce groupe et l'heure de création du groupe. Donc là, quand j'ai cliqué sur le groupe ADN Read Only, on va voir tous les utilisateurs qui sont dans le groupe ADN Read Only et les autorisations. Donc les autorisations, c'est stratégies attachées à ce groupe. Et donc là, on peut voir que j'ai la stratégie Read Only Access attachée à ce groupe. Et quand on affiche la stratégie, on peut voir que c'est un fichier JSON. Et donc du coup, il y a la version, toutes les actions, donc c'est-à-dire tout ce qu'autorise cette stratégie. Donc là, en gros, c'est une liste de tous les services avec l'autorisation read ou get ou describe, plus à la fin l'effet. Donc là, l'effet c'est autorisé sur toutes les ressources qui sont présentes dans ce service.
Et donc, vous avez des stratégies de base qui sont sur AWS. Donc, il y en a environ 600 et quelques. Et je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui sont de base d'AWS et vous pouvez créer vos propres stratégies. Il y en a, par exemple, on n'en a pas créé beaucoup parce que les stratégies d'AWS sont très bien faites de base. Mais par exemple, si vous voulez qu'un utilisateur ait accès qu'à une seule machine virtuelle parmi toutes vos machines virtuelles, vous pouvez créer une stratégie pour qu'il ait accès qu'à cette machine virtuelle-là. Donc ensuite, il faut bien distinguer la différence entre stratégie et rôle. Donc une stratégie, c'est ce qui va donner l'accès à l'utilisateur aux différents services. Et les rôles, c'est ce qui va donner l'accès à une ressource aux différentes ressources. Donc une ressource peut modifier d'autres ressources. Donc là, ça se présente sous le même format JSON qu'une stratégie, sauf que c'est bien là on autorise sur une ressource à écrire son autre ressource. Donc là, par exemple, on autorise toutes les ressources qui vont avoir ce rôle-là vont être autorisées à écrire des logs sur la ressource CloudWatchLog qui est marquée en bas. Attends, je t'ai fait une blague là, peut-être, hein, Euh, au niveau de la vidéo. oui. Oui, donc voilà, donc on voit bien que la ressource m'autorise à créer des logs et à put des events sur la ressource qui se trouve dans mon log group qui s'appelle ADN validation decrypt. Donc là, l'idée, si vous voulez, c'est de ce qu'il faut retenir de cette présentation là, c'est que quand vous êtes dans le cloud, vous allez devoir aussi gérer la problématique de l'environnement de validation, l'environnement de test ou l'environnement de staging. Donc, grâce à ce système-là, en jouant sur l'utilisateur, les groupes, les rôles, vous allez pouvoir dire, ben voilà, dans un environnement de test, les gens, je suis sûr qu'ils peuvent faire que ça. Dans un environnement de production, je suis sûr qu'il n'y a qu'un tel qui peut faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez garantir l'étanchéité entre les différents environnements, il va falloir jouer justement sur ces notions d'accès. Et donc, dans la qualification de votre cloud, quel que soit, je dirais, le fournisseur, vous allez devoir jouer avec ce système de droit qui est assez pointu, hein, et assez fin, pour gérer l'étanchéité des actions, voire de l'accès à certaines données ou à certains systèmes. Hein. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un élément clé. S'il faut commencer par quelque chose dans votre démarche de qualification d'infrastructure cloud, il faut commencer par ça. OK. Le deuxième, j'avance un petit peu parce que bon, le temps tourne quand même. Hein. Oui. On a dans les 3 plateformes un système de log qui peut être visualisé sous forme d'audit trail. Hein. Avec des noms d'ailleurs qui reflètent un petit peu la maturité des différents fournisseurs. Hein. Et cette fois-ci, on va essayer de faire une petite démo, mais on va passer à autre chose. On va passer à GCP. Et donc, c'est de nouveau Adam qui on va redonner la parole. Donc là, on est sur le Une service, fois que j'aurai lancé la vidéo. Voilà. on est sur le service logging vert de GCP. Donc c'est le seul service de logging de GCP. Donc là, on voit qu'il y a 3 grands carrés. Donc il y a le premier carré qui est le fait de pouvoir requêter sur un nouveau log. Le deuxième carré qui est un histogramme de tous vos derniers logs. Et le troisième carré qui est le résultat de vos logs. Donc là, on peut voir que de base, je suis sur l'organisation ADN.fr et donc que j'ai les logs de mon organisation. Donc là, par exemple, c'est que des logs de connexion. Donc là, c'est toujours sous format JSON, pardon. Et donc là, si on regarde, on va voir que c'est moi qui me suis connecté, adamboissine@adn.fr, et que je me suis connecté à partir d'une certaine adresse IP, à partir d'un certain navigateur. Donc on peut vraiment aller chercher dans les logs plus de détails, et on a aussi un petit résumé vous voyez.
Donc ensuite, on peut, là je précise bien que je suis sur mon organisation ADN, et on peut spécifier une certaine requête pour avoir des logs plus précis. Donc par exemple, là, je vais chercher à avoir des logs sur un projet que j'ai créé, qui va être Durable Cycle 27 et quelque chose. Donc on peut voir qu'on peut soit être plus précis, donc soit avoir que l'activité, soit avoir l'accès aux données. Et on peut avoir le degré de sécurité, enfin de severity de notre log. Donc là, je vais mettre emergency. C'était juste pour montrer qu'on pouvait faire des queries et que ces queries ne pouvaient nous retourner absolument rien. Je vais bientôt lancer la query normalement. Voilà. Donc on peut voir que ça ne nous retourne rien. Donc c'était pour vous montrer que vous devez faire attention aux queries. Parce que vous pouvez avoir aucun retour et penser que c'est bizarre. Donc là, si je try again sans mettre le degré de sévérité, on voit que j'ai qu'un seul log sur mon organisation, sur ce projet-là. Et c'est le log de création car je suis bien au niveau de mon organisation et donc je n'ai que le log de mon organisation et pas du projet en lui-même. La vidéo a bugué ou Non, non, c'est parce que c'est... Attends, voilà. C'est reparti, je pense. Ok. Donc on peut voir que j'ai que les logs de mon organisation. Donc là, j'ai que le log de création de mon projet car je suis sur le niveau de mon organisation. Donc ensuite, je vais me mettre au niveau de mon projet ADN Example. Voilà. Et donc là, je vais avoir tous les logs de ce projet-là. Donc toujours avec le degré de sévérité, le temps et un petit résumé. Donc les logs sont toujours sous format JSON. Donc non, je vais en ouvrir un. Ah non, très bien. Donc vous pouvez évidemment spécifier que vous voulez avoir les logs que sur une certaine ressource. Donc là, je vais prendre ma ressource, ma VM for vidéo, pour avoir les logs que de cette VM-là. Donc là, vous pouvez encore choisir le degré de vos logs. Donc si vous voulez avoir l'activity de cette VM, les uptime chunks liés à cette VM, qui a accédé à cette VM, et vous pouvez toujours mettre le degré de sévérité. Donc là, je vais mettre sévérité info. Et on peut voir tous les logs de cette VM. Et on peut évidemment cliquer à tout moment dessus pour avoir plus de détails. Et voilà. Et je crois que dans le reste de la vidéo, je enlève le sévérité info pour montrer que ça montre que ça fait bien la bonne requête. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai plus de logs car j'ai enlevé mon sévérité info et la vidéo a redémarré. D'accord. Et OK. évidemment, je sais pas été montré dans la vidéo parce qu'elle a bugué, mais vous pouvez choisir la durée de. Vous pouvez spécifier une certaine durée sur vos logs. Donc si vous voyez en haut à droite, là il y a marqué last 3 hours. Vous pouvez choisir en fait d'un point A à un point B. Très bien. Merci Adam. Alors j'avais oublié de faire mon petit sondage, donc je vais le lancer si vous voulez bien. Hop. Et si vous voulez bien répondre au petit sondage. Si tout le monde veut bien participer à l'effort collectif. OK, donc je vais partager le résultat du sondage avec vous. Voilà. Donc vous voyez que donc GCP n'était pas très connu, donc tant mieux, comme ça tout le monde a découvert quelque chose. Et CloudTrail et Azure Login, vous voyez, c'était quand même relativement peu connu, hein, parce qu'entre 11 et 15%, c'est quand même pas énorme. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder parce que c'est quand même clé, quoi. Hein. Alors, bon, en résumé, on voit bien que bon, les éditeurs, ça balance entre le log et l'audit trail. Hein. Bon, voilà.
disons que chez AWS, ils sont un peu plus en avance, ils présentent ça sous forme de plus d'audit trail, avec anciennes valeurs, nouvelles valeurs. Hein. Bon, chez GCP, bon, je doute pas qu'ils rattrapent ce retard, mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus sous forme de log. Bon, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Donc, on va passer maintenant au cœur du webinaire, qui est la notion de conformité continue. Et donc, je vais lancer mon petit sondage encore une fois. Si vous voulez avoir la gentillesse d'y répondre. Voilà, encore un petit effort pour que j'ai un maximum de votants. Voilà. Alors, je suis à 87% de gens qui ont voté, 90%. 90%, c'est quand même pas mal. Allez, on va partager le résultat. Voilà, donc on a grosso modo un bon tiers quand même qui connaît déjà un petit peu le concept, hein, ce qui est très bien. Parce qu'il y a un an, on était peut-être plus à 10-15%. Hein, donc ça veut dire que les choses évoluent bien quand même. Hein, voilà. Donc, on a 3 niveaux de services de conformité continue. On a, je dirais, le niveau easy, medium et hard. Hein. Donc easy, c'est bon, voilà, du conseil sur des bonnes pratiques qui ne sont pas appliquées. Medium, ça va être un petit peu tout ce qui est policy, et c'est vraiment le début de la conformité continue. Hein, c'est vraiment la conformité continue, c'est-à-dire que il y a des règles qui vont être évaluées à intervalles réguliers pour vous dire s'il y a un problème ou s'il n'y a pas un problème. Et le troisième niveau, c'est que non seulement il va vous dire il y a un problème ou pas, mais il va vous le corriger. Alors, soit vous proposez de le corriger, soit le corriger d'une manière automatique. Voilà. Et donc, quelle que soit la plateforme, vous retrouvez cette approche de manière plus ou moins avancée, hein, mais globalement, vous avez ces 3 niveaux de conformité continue. Hein. Donc, cette évaluation de la conformité en continu par le système, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à des approches de qualification de data center en papier, puisque là, ça s'applique à toute l'infrastructure, et donc c'est évidemment beaucoup plus puissant et beaucoup plus fiable, mais à condition de l'avoir configuré et de le suivre. Hein. Donc là, bon, je vous laisse lire un peu les parallèles entre AWS, Azure et GCP. Voilà. Je vais passer donc là, on est sur Trusted Advisor ou Security Center ou Security Command Center. Hein. Donc ça, pour les gens qui ont des profils qualité, même non techniques, rien que le fait de regarder les indicateurs et de voir que les indicateurs ils sont en vert, en rouge ou en orange, voilà, c'est quand même très utile. Donc, on va faire ici une petite démo apparemment sur Trusted Advisor. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est Adrien qui va en parler. Très bien. va nous parler de ça. Donc là, bonjour à tous déjà. Donc on se retrouve sur la console management AWS. Donc on va directement pouvoir chercher le service Trusted Advisor.
qui est dans gestion et gouvernance. Donc là, on arrive sur la page du tableau de bord. Donc on peut trouver différentes rubriques. Ces différentes rubriques, Trusted Advisor va nous donner des conseils sur comment optimiser, par exemple, les coûts ou la sécurité. Donc là, on voit qu'il y a 3 états, donc un état vert, un état orange et un état rouge. Si je clique sur l'état rouge, c'est ce que Trusted Advisor va me conseiller de changer dans l'immédiat. Donc là, par exemple, il me conseille de changer les groupes de sécurité qui, en fait, ont des accès sans restriction, c'est-à-dire que le groupe de sécurité, en fait, tout le monde peut se connecter dessus. Et c'est vraiment une pratique qui est très fortement déconseillée quand on utilise le cloud. Donc là, ce que je peux faire, c'est que directement, je peux cliquer sur le groupe de sécurité. Et si je vais dans la rubrique Inbound Rules, donc le trafic entrant, je peux voir les détails de la source de mon problème et je peux la modifier directement en changeant, pour faire simple, une range d'IP, donc c'est-à-dire qu'on va changer le fait que tout le monde y ait accès par une autre règle. Donc bon, c'est un peu rapide comme vidéo. J'avais prévu de faire plutôt des pauses pendant la vidéo, mais c'est pas grave. Pour faire un résumé, globalement c'est un outil qui nous permet de voir de manière assez générale. C'est vraiment très facile à utiliser, donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de connaissances. Faut juste être un peu à l'aise avec l'interface et ça nous donne vraiment 80% des problèmes classiques qu'on peut rencontrer, on peut les résoudre avec ce type de service. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Philippe. Non, bah moi, ce que je conseille là-dessus, c'est effectivement de... attendez, hop, je vais revenir en arrière. Ce que je conseille là-dessus, c'est vraiment de démarrer par Trusted Advisor ou l'équivalent dans les autres plateformes. Parce que, bon, voilà, c'est un fonctionnement par KPI. Et puis, ben, il faut voir, les gens en qualité doivent dire aux gens de la technique, il faut que tu me remettes tous les KPI, tous les indicateurs ouverts. Voilà, c'est simple, c'est un contrôle qui peut se faire très facilement. Bon, et au moins, vous vous assurez une maîtrise de votre environnement de cloud, ce qui est quand même l'objectif numéro 1 de la qualification. C'est quand même la maîtrise des risques. Hein. Donc là, tout de suite, vous avez un aperçu de vos risques, bien sûr de sécurité, mais aussi de disponibilité, si c'est pas, les charges sont pas réparties sur plusieurs zones de disponibilité, etc. Donc, c'est, à mon avis, Sur l'optimisation de coûts aussi, si jamais. Oui. Nous ne l'oublions pas parce que c'est vrai que tous ces services-là, on s'en rend pas compte, comme ils sont accessibles entre guillemets au bout des doigts. Bon, la facture elle monte gentiment. Quoi, quand même. Donc, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet de la conformité continue, donc avec ces politiques de conformité. Donc, c'est des règles que chaque fournisseur propose, et c'est à vous de les mettre en place. Et éventuellement, vous pouvez vous en définir vos propres règles. Hein. Mais cette mécanique-là, elle existe chez les trois fournisseurs. Donc là, pour pas qu'il y ait de jaloux, on va faire une petite démo avec Azure. Voilà, avec le service policy, du coup. Donc c'est le service qui va permettre de générer des règles, ses propres règles ou des règles déjà existantes. Donc là, on se retrouve sur le portail Azure. Donc ce que je vais faire, comme pour AWS, je vais directement rechercher mon service, donc Policy, il s'intitule. Voilà, donc là j'arrive sur la page de base du service. Donc je vois les différentes règles que j'ai pu déjà définir. Et dans l'onglet Assignment, c'est ici que je vais pouvoir créer mes nouvelles règles en appuyant sur Assign Policy. Donc ici, là, il va falloir décrire pas mal de paramètres. Donc dans un premier temps, l'abonnement sur lequel on veut appliquer la règle ou le resource group à l'intérieur de l'abonnement. Voilà, je crois que la vidéo est un peu buggée. Non, c'est pas qu'elle ça y est, elle est repartie là, je pense. Ouais. Ok. Donc là, par exemple, on voit que j'avais créé plusieurs ressources groupes.
différents. Et ensuite, dans l'onglet Policy Definition, c'est ici qu'on va pouvoir définir notre règle. Donc là, c'est les règles déjà existantes. On voit qu'il y en a quand même une grande quantité. Donc pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une règle concernant l'encryptage des disques durs des machines virtuelles. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que dès que on va déployer une machine virtuelle et que on ne va pas chiffrer le disque dur, enfin le disque de stockage associé à la machine virtuelle, ça va nous remonter. Et donc comment est-ce qu'on peut le voir? Bah, encore une fois, on peut le voir avec l'outil qui nous permet de voir globalement ce qui se passe sur notre infrastructure. Donc l'équivalent sur Azure de Trusted Advisor, c'est Security Center. Et donc si je vais sur mon dashboard Security Center, je vois bien les différents messages de vulnérabilité qui me présentent, et notamment le message Disk Encryption should be applied on virtual machine. Donc c'est concernant la règle que je viens de définir, parce que j'avais créé une machine virtuelle et je n'avais pas chiffré le disque de stockage associé. Donc on voit qu'on peut directement remonter toutes sortes d'informations qu'on crée à partir de règles, et on peut le monitorer à partir du service Security Center. Merci. Voilà, donc ça c'était pour le niveau 2. Et pour le niveau 3, du coup, le niveau le plus intéressant, Adam, si tu veux reprendre la main pour ce qui est remédiation automatique. Donc, c'est quelque chose dont on avait parlé l'année dernière, mais qui n'était pas encore disponible, ok, et qui est maintenant disponible à la fois sur AWS et Azure. Hein. C'est que vous avez une ressource, vous avez une fonction de vérification. En fait, c'est votre analyse de risque ou votre règle. Hein. Elle vous dit en fait si effectivement la règle elle est conforme. Si elle est conforme, bah ok. On reboucle, on va revérifier comme ça régulièrement. Et si elle n'est pas conforme, alors pas conforme, c'est que je pourrais très bien inventer une règle. Est-ce que le système de backup est bien activé sur ma base de données? Est-ce que le système d'authentification multifacteur est bien activé sur tel compte? Est-ce que les données sont cryptées? Est-ce que les ports sont bien fermés, etc. Si la fonction de vérification en fait est dit bah, non conforme, là le truc intéressant c'est que vous allez pouvoir déclencher une fonction de rétablissement en fait. Donc il va corriger directement. Hein. Donc si vous voulez c'est une sorte de corrective action, preventive action informatisée, hein, qui se fait automatiquement à partir du moment où vous l'avez programmé. Donc ça, c'est un niveau qui est un peu plus complexe parce que, ben voilà, évidemment, il faut programmer, il faut, bon, voilà, un tout petit peu, et encore, on va voir qu'il y a quand même pas mal d'efforts. Hein. C'est quelque chose qui est relativement récent, mais qui est particulièrement utile dans une logique de conformité continue, puisque, bon, vous l'avez compris, si c'est non conforme, il remet le système conforme. Donc, on va essayer maintenant d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Donc, l'évaluation, elle est faite, et c'est ce qu'on appelle, bon, donc c'est des fonctions lambda sur AWS, function sur Azure, ou des fonctions aussi sur GCP. Hein. Ce qu'on appelle du serverless, et qu'il n'y a pas besoin de machines virtuelles pour exécuter ces fonctions-là. Donc, c'est très peu consommateur et ça coûte pas cher. Mais c'est le principe en fait de la remédiation automatisée. Donc là, on va avoir donc un exemple sur AWS, ok. Et AWS, comment? Juste pour expliquer l'exemple, c'est qu'on a des instances EC2 et on va créer une règle à partir de AWS config, et c'est l'un des seuls des trois clouds à avoir quelque chose une interface si poussée pour faire de la rémédiation automatisée. Sur Azure, il y en a, mais c'est moins facile, c'est moins intuitif à comprendre. Et sur GCP, il y en a pas, c'est encore en alpha.
Et donc du coup, là, sur l'exemple que je vais vous montrer dans la slide suivante, on va vouloir faire en sorte que toutes nos instances, donc toutes nos machines virtuelles, soient de taille T2 micro. Et si elles ne sont pas de taille T2 micro, on veut que la remédiation fasse qu'elles soient en T2 micro. Donc si tu peux Donc, passer à la slide suivante. je traduis là pour les gens qui sont peut-être un peu moins coutumiers avec AWS. Donc, T2 micro, c'est une taille de machine virtuelle, hein. Donc là, la règle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, si je crée une machine d'une taille trop importante, elle dit non, ça marche pas. Voilà. Mais je pourrais faire, voilà, je crée une base de données et j'active pas le système de sauvegarde. Hop, il me corrige et il m'active le système de sauvegarde. Voilà. Oui. À toi, Ok. Adam. Du coup, on se retrouve sur le service AWS config, donc d'AWS. Donc là, je vais créer une nouvelle règle donc, qui va me chercher la taille d'instance que j'ai sur mon service EC2, donc mon service qui gère mes machines virtuelles. Donc là, je vais cliquer dessus. Et donc là, je veux que mes machines virtuelles, et bon, j'échange le nom pour éviter tout problème, et je veux que mes machines virtuelles aient une taille T2 micro, donc une certaine taille. Je vais l'appeler T2 pour le reste de la démonstration. Donc du coup, je veux que ma clé, que mon instance type, soit de taille T2 micro, donc je vais lui dire, si c'est pas de taille T2 micro, c'est non conforme. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire une action de résolution. Et c'est ça qui est génial, c'est que déjà, on a des actions de résolution recommandées. Et donc, AWS est assez intelligent pour savoir qu'il faut resize l'instance. Si jamais si jamais le type d'instance n'est pas le bon. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a toutes ces actions de résolution là possibles. Donc là, j'ai cliqué sur AWS Resize Instance. Et là, la résolution automatique, je vais pas l'activer pour cette démo parce que je voulais moi-même cliquer dessus. Mais en gros, c'est si vous appuyez sur oui, AWS Config, dès qu'il va voir que c'est non conforme, il va régler le problème lui-même. Et si vous appuyez sur non, dès que c'est non conforme, vous devez cliquer sur un bouton en plus pour régler le problème. Donc là, je dis que mon action de résolution, c'est de mettre les instances en taille T2. J'enregistre ma règle. Voilà. Donc là, ma règle est en train d'être évaluée. Donc je vais maintenant créer une machine virtuelle qui va être d'une taille différente de T2 micro. Donc voilà, je vais atterrir sur ma page de machine virtuelle, je vais choisir, et là je vais bien choisir une taille différente de T2 micro. J'ai pris T2 small de mémoire. Ouais. Donc là, on s'en fiche un peu de la sécurité de l'instance, c'est juste pour l'exemple, donc je vais vérifier enfin je vais lancer directement sans me préoccuper des clés de sécurité, etc. Voilà. Donc là, on va voir que mon instance va se lancer et que quand je vais retourner sur le service AWS config, cette instance va être en non conforme. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc Philippe, je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait 2 vidéos du coup. Donc si tu peux aller sur la prochaine slide. D'accord, ok. Et parce que ça a pris un peu de temps à ce que la machine virtuelle D'accord. se mette en route. Ok, donc là on voit que la machine virtuelle est non conforme. Donc là je suis retourné sur ma règle, donc on voit que la machine virtuelle est non conforme. Donc je vais juste cliquer dessus. Je vais la sélectionner. J'ai bien montré que c'était la même machine virtuelle que tout à l'heure. Donc je vais cliquer dessus, j'ai cliqué sur le bouton corriger. Et donc ça, si jamais la résolution automatique est activée, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton corriger. Et donc là, ça va, comme vous voyez, le statut de l'action est passé en exécution de l'action. Et donc là, si je retourne sur ma machine virtuelle, on va voir les différents changements qui va se passer. Donc d'abord, ça va stopper ma machine virtuelle. Donc ça prend un peu de temps à se stopper. Et ensuite, ça va changer la taille de ma machine virtuelle et ça va la mettre en T2 micro. Si tu peux avancer là en vidéo, Philippe, parce que c'est quand même, ça prend 30 secondes à peu près. D'accord. Ça y est là. Donc là, elle est stoppée et elle vient de se passer en T2 micro et elle va se relancer toute seule.
voyez que j'ai rien besoin de faire, ça se fait automatiquement. Et donc du coup, si on retourne sur le service AWS config, le temps que la machine virtuelle se lance, donc il faut encore changer de slide, Philippe, je suis désolé. On peut voir que ma machine virtuelle va passer en état conforme et que l'action a été exécutée avec succès. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment rien eu besoin de faire, j'ai juste appuyé sur le bouton corriger et tout a été fait à ma place. Formidable. Moi, je Et donc, et donc du coup, c'était aussi pour montrer que faut faire très attention en faisant ça. Parce que si par exemple vous voulez checker que vos bases de données ont bien un backup et que vous faites l'inverse, bah ça vous demandera pas votre avis, ça supprimera tous vos backups de bases de données. Il faut faire très attention avec ce genre de service. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc là, on a vraiment un changement de paradigme hein, sur la compliance d'une infrastructure. Hein. Vous définissez des règles. Ces règles, vous pouvez demander à ce qu'elles soient appliquées automatiquement et qui corrigent. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui était absolument pas envisageable je sais pas, il y a 10 ans. Donc bon, ça c'est des services qui sont relativement nouveaux, hein, mais ça offre des perspectives en termes de qualification d'infrastructure, en termes de, évidemment, de la manière dont les processus d'échange, on implémente des processus d'échangement, des processus, je dirais, de release, quand, si on veut créer une nouvelle infrastructure. Donc, la conformité continue, c'est vraiment, à mon avis, le sujet qu'il faut creuser si vous êtes comment dire, dans une logique de transformation digitale un peu profonde, où vous allez dans un premier temps peut-être basculer vos machines virtuelles, je dirais, dans le cloud, ou ensuite construire des infrastructures scalables, je dirais, dans le cloud. C'est, à mon avis, l'approche qualité qu'il faut aujourd'hui acquérir. Hein. Ça, c'est évident qu'en termes de coût, d'efficacité, de vitesse et peut-être même aussi de rigueur, c'est clairement, à mon avis, dans cette direction-là qu'il faut aller. Hein. Donc, je crois que nous arrivons à la fin du webinar. Et donc, si vous le souhaitez, alors c'est vrai juste que je récupère ma souris. Apparemment, j'ai un peu de mal.